plus grandes stars de la chanson africaine, voici Tikenja Fakoly. Tikenja, bienvenue à Tout le monde en parle. Vous êtes un auteur, compositeur, interprète originaire de Côte d'Ivoire. La plupart de vos albums ont été certifiés or. Vous êtes le premier artiste d'Afrique noire à avoir remporté un Victoire de la musique en 2003. On vous surnomme d'ailleurs le lion ivoirien du reggae. Pourquoi un lion? Est-ce que vous êtes le roi de la jungle musicale en Afrique? Bon, en fait, je pense que c'est par rapport au fait que, voilà, en tant que reggaeman, on essaie de faire passer le message de la majorité des Africains qui ont envie de s'exprimer et qui n'ont pas la possibilité de le faire. Donc, depuis 1996, je sors des albums donc, qui parlent de l'actualité sociopolitique en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, si les gens écoutent mes albums de 2000 jusqu'à maintenant, ça fait suivre un peu l'actualité politique jusqu'à la situation actuelle. Et toi, Danny, tu es un fan de la première heure. J'ai le premier album, le dernier que j'adore aussi. Je suis très honoré de vous rencontrer. Merci. Vous serez en spectacle les 11, 12 et 13 mars prochains à Québec et Montréal dans le cadre des 25e anniversaires des productions Nuit d'Afrique. Vous présenterez ce spectacle dans la foulée de la sortie en octobre dernier de votre 8e album African Revolution. On va en écouter quelques extraits. Ce n'est qu'un chant, ce n'est qu'une chanson. Ça ne changera pas nos vies. Ça ne changera pas nos vies. Je ne veux pas ton pouvoir, pas besoin de l'avoir. Je ne suis pas ton miroir, mais ton cauchemar. Je ne veux pas de ta gloire. J'ai de l'espoir, je ne veux pas ton pouvoir, voilà mon histoire. Je dis personne ne viendra changer l'Afrique à notre place. Il faut se lever pour changer tout ça. Anana fort, allez va faire quelques président, yeah. On nous votera, yeah. On nous ma président, yeah, blé. And I want a revolution, young people revolution, intelligent revolution, must be African education. Tikenja, vous souhaitiez que votre album African Revolution soit perçu comme une forme d'appel aux armes. C'est quoi la meilleure arme, selon vous, pour mener cette révolution africaine? Pour moi, la meilleure arme, c'est l'éducation. C'est l'éducation qui va réveiller l'Afrique. Parce que tant que le peuple ne saura pas ses droits, donc il ne peut pas les réclamer. Donc voilà, je pense que c'est la meilleure arme. Aujourd'hui, le système occidental profite de l'ignorance de la majorité des Africains. Et les dirigeants africains aussi profitent de l'ignorance du peuple africain. Donc voilà, moi je pense que si on met la majorité des enfants à l'école, je pense qu'un jour, le peuple même va prendre son destin en main parce que le peuple va se rendre compte qu'il a des droits et il va les réclamer. Comme aujourd'hui, les Tunisiens ont réclamé leurs droits, comme aujourd'hui, les Égyptiens sont en train de réclamer leurs droits. Donc pour moi, la meilleure arme, c'est l'éducation. Votre pays d'origine, la Côte d'Ivoire, est actuellement dans une impasse politique. Le président sortant, Laurent Gbagbo, refuse toujours de céder le pouvoir à son adversaire Alassane Ouattara, pourtant reconnu vainqueur à l'élection présidentielle du 28 novembre dernier. Est-ce que vous pensez qu'il existe une solution pacifique à la crise politique qui sévit présentement en Côte d'Ivoire ou est-ce que c'est un baril de poudre? Oh, je pense qu'on souhaite tous qu'il y ait une solution pacifique. Mais de toute façon, on n'a pas le choix. Parce que si le président sortant continue de s'accrocher, s'il réussit son coup, ça va être la même chose dans tous les pays. Et en plus, ce qui est important, c'est qu'il faut absolument que le vote du peuple soit respecté. Parce que si le peuple vote, que son vote n'est pas respecté, quand on va leur demander la prochaine fois d'aller voter, ils vont dire non, c'est pas la peine, la dernière fois on est allé, ça n'a pas marché. Donc voilà, je pense que c'est là que se trouve l'enjeu. Donc il faut absolument que Laurent Gbagbo cède le fauteuil à celui qui a été choisi par la majorité des Ivoiriens.
Tout à l'heure, vous avez parlé de la révolution en Tunisie, de la révolution en Égypte. Est-ce que les Africains sont au courant de ce qui se passe au Moyen-Orient? Les Africains sont au courant. Je dis, ça donne beaucoup d'espoir. Ils ont beaucoup d'espoir qu'un jour, ça va se passer chez nous. Mais je vous dis, moi, je ne pense pas que ça pourrait se passer avant 15 ou 20 ans. Parce que simplement, les gens ne sont pas éduqués en majorité. Parce qu'il faut que les gens soient éduqués pour qu'ils se mettent au-dessus des religions, des ethnies, des régions, pour défendre l'intérêt commun. Et donc, il se trouve qu'on n'est pas... Si vous voyez, je ne connais pas bien la Tunisie, mais je suis sûr que le niveau d'éducation est très, très élevé, très important en Tunisie. En Égypte aussi, d'ailleurs. En Égypte aussi. Tout le Maghreb. Voilà, dans tout le Maghreb. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va arriver dans quelques temps. Mais ça nous a donné beaucoup d'espoir parce qu'on pensait que le temps de la révolution était dépassé puisque le monde est tellement matérialiste aujourd'hui. Les gens veulent... Voilà. Mais ce qui vient de se passer en Tunisie et ce qui est en train de se passer en Égypte nous donne beaucoup d'espoir. Je pense que quand la majorité des Africains seront alphabétisés, ça va faire très très mal un jour. Est-ce que ça se pourrait, ça, une Afrique unie et solidaire qui parle d'une seule voix? C'est indispensable. Une seule force politique, une seule force économique. C'est la seule solution. Vous savez, l'Afrique détient toutes les richesses dont les pays occidentaux ont besoin pour continuer leur développement. L'uranium, le café, le cacao, le fer, Le diamant. le diamant. L'or, on a tout ce dont les pays occidentaux ont besoin pour continuer le développement. Et il se trouve aujourd'hui que c'est un paradoxe. Continent très très riche, population très très pauvre. Ouais. Voilà, La nos Chine, matières notamment, premières sont pillées, etc. Et donc, c'est quand on parlera d'une seule voix. Vous savez, la Côte d'Ivoire seule produit 40% de la production mondiale de cacao. Le Ghana, le pays voisin de la Côte d'Ivoire, produit 20%. Donc, rien que les deux pays, 60. ça fait 60. Donc, des chocolats que vous retrouvez dans les supermarchés un peu partout dans le monde, il y a 60% qui viennent de ces deux pays. Et donc, nous avons tout. Il suffit simplement qu'on parle d'une seule voix. On va simplement imposer nos conditions aux pays occidentaux qui vont payer nos matières premières au prix réel. Parce que quand la France fabrique des voitures, c'est la France qui fixe les prix. Mais quand la France veut acheter notre café ou notre coton, c'est encore la France qui fixe les prix. Les Africains sont plus nombreux que les Chinois. Alors, s'ils parlaient d'une seule voix, il y aurait un pouvoir incroyable. Est-ce que les Africains sont au courant de ce pouvoir-là? C'est le manque d'éducation qui fait qu'ils ne sont pas au courant de ça. Les gens ne sont pas informés. Nous sommes aujourd'hui 1 milliard de population. En 2050, nous serons 2 milliards. C'est pourquoi je mets l'accent sur l'éducation. Il faut réveiller les populations. Et puis, bon, une fois, les gens vont se rendre compte que nous avons les mêmes intérêts. Parce que des gens qui habitent dans un quartier populaire d'Abidjan ou du Congo, Brazzaville, même s'ils sont de différentes ethnies, différentes religions, quand ils sont malades, ils vont dans les mêmes hôpitaux pourris. Leurs enfants vont dans les mêmes écoles pourries. Donc il suffit simplement, au lieu de se taper dessus, parce qu'on est de religions différentes ou d'ethnies différentes, il suffit de se donner la main pour imposer au gouvernement la construction des structures de santé potables ou des écoles. Voilà. Je vous cite. Les Africains du monde entier, peu importe où ils vivent ou depuis combien de temps, ils ne seront jamais blancs. C'est pour ça qu'ils doivent rester tournés vers l'Afrique. Même s'ils ne reviennent pas physiquement, j'aimerais qu'ils reviennent spirituellement. En Occident, les Noirs ont lutté pour s'intégrer à la société qui est majoritairement blanche et ils y réussissent de plus en plus. Vous en pensez quoi? Je pense que de toute façon, notre place est en Afrique. Si les gens partent de l'Afrique, qu'est-ce qui viendra changer les choses à notre place? Moi, je pense que notre place, c'est en Afrique. En même temps, bon, on a le droit de bouger, puisque quand vous êtes Canadien ou Français, vous décidez d'aller à Bamako ou en Côte d'Ivoire, vous vous levez, vous faites votre bagage. 3 jours après, vous êtes à Bamako ou à Douala, au Cameroun. Et ça, c'est pratiquement impossible pour un Africain. Donc, nous avons le droit de bouger, mais notre place, c'est en Afrique. C'est nous qui devons changer les choses en Afrique. Personne ne viendra le faire à notre place. Mais vous n'êtes pas maître chez vous, encore. On n'est pas maître chez nous parce qu'on est désunis. On est désunis. On a été divisés depuis très longtemps et ça a été fait exprès. On a été divisés pour nous affaiblir. Mais à partir du moment où on s'est rendu compte que tout ça, ça a été fait exprès, il faut simplement se rapprocher, il faut s'unir pour faire face à toute cette situation. Vous avez lancé votre premier album, Manger Crassé, en 1996. Depuis, vous avez éveillé les consciences avec plusieurs disques qui ont connu beaucoup de succès, dont France-Afrique, Coup de gueule, L'Africain.
À travers vos chansons, vous avez notamment dénoncé la corruption des politiciens africains, la mainmise des Occidentaux sur les ressources naturelles africaines et leur soutien aux dictateurs africains. On va écouter quelques-uns de vos plus grands succès. La politique France-Africa, c'est du blague et tu es. La politique Amérique-Africa, ouais, ouais, c'est du blague et tu es. On en a marre, l'Afrique en a marre, on en a marre, le peuple en a marre. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Quitte le pouvoir, je t'ai dit quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, je t'ai dit quitte le pouvoir. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis africain à Paris. Oh, Bravo. Anne-Marie, vous les avez, les disques? Non, je n'ai pas les disques, mais je les aime. Mais j'ai des frissons, moi, quand Vous en avez un? Oh, merci. Je vais le faire dédicacer. Monsieur le député, Ah oui, moi j'en veux un, absolument. ça, c'est un pot de Acheter vin. des disques gratuitement. Merci, Guillaume. Merci, je vous prie. D'accord. C'est Kinja, en 2002, avec votre album France-Afrique, vous avez dénoncé l'hypocrisie du gouvernement français envers l'Afrique. Grâce à ce disque, vous avez remporté une victoire de la musique et vous avez profité de vos remerciements pour décrier la présence militaire française en Côte d'Ivoire. Et récemment, vous avez vous-même goûté à cette hypocrisie alors que la France, qui vous a fait chevalier des arts et lettres, a refusé un visa à vos enfants à qui vous vouliez faire visiter Paris. Vous avez réagi comment? Mais c'est une injustice qui mérite d'être dénoncée à la tribune de l'ONU. Parce que les Occidentaux vont en Afrique quand ils veulent, où ils veulent, faire ce qu'ils veulent. Oui, on en a mis. Et ils prennent ce qu'ils veulent. Ah oui. Et ce n'est pas acceptable qu'on dise aux Africains de rester à la maison. Et ce qui est humiliant, c'est que des leaders d'opinion comme nous, des cadres africains, se voient refuser le visa tous les jours. C'est quelque chose qui nous choque. En tout cas, je vais réclamer mes droits les vacances prochaines. Dès que les enfants, mon fils et mon neveu seront en vacances, je vais demander le visa. Et puis, j'espère qu'ils vont me donner le visa. J'espère qu'ils vont me donner le visa. Sinon, voilà, je pense qu'il y a des moyens de... on pourra manifester à Bamako, voilà, pour réclamer nos droits. Vous défendez l'Afrique, vous revendiquez la fierté africaine et vous avez récemment signé un contrat avec l'organisation Live Nation qui gère entre autres les tournées de Madonna et Radiohead. Certains vous ont reproché de vendre votre âme au diable en signant avec une multinationale. Êtes-vous en contradiction? Non, je ne suis pas en contradiction parce que quand j'ai signé avec Universal Music, on m'a dit la même chose. Mais moi, tant que Universal Music ou Live Nation ne viennent pas me dire de changer ma manière de chanter, de changer mes textes, tout va bien. Aujourd'hui, je n'ai pas encore véritablement tourné aux États-Unis, mais si Live Nation peut me permettre d'aller faire des concerts dans les universités et m'adresser aux étudiants américains, leur parler de l'Afrique, tant mieux. Je pense que, tu vois, moi, je ne vois pas de contradiction du tout. Je pense que dans mes contrats, tout est clair. On n'a pas le droit de toucher à mes textes. On n'a pas le droit de toucher à ma liberté d'expression. Donc, pour moi, il n'y a pas de contradiction du tout. Vous vivez à Bamako, où vous avez ouvert un studio et une salle de spectacle afin de promouvoir les artistes africains. À l'entrée de votre studio est inscrit ceci: « L'Afrique ne pleure plus, elle parle ici ». Qu'est-ce que les artistes africains ont envie de nous dire à nous, les Occidentaux? Ben, on a envie de dire simplement que l'histoire de l'Afrique n'est pas connue et que ce n'est pas normal. Parce qu'ils ont enseigné aux Africains l'histoire du monde entier. Ils ont refusé d'enseigner la vraie histoire de l'Afrique aux Occidentaux. Parce que pour beaucoup d'Occidentaux, l'histoire des Africains commence par l'esclavage et la colonisation. Nous, on a envie de dire que non, qu'avant que le premier esclavagiste ou le premier colonisateur ou le premier missionnaire ne foule le sol africain, qu'il y avait toute une civilisation en place et que cette civilisation fut perturbée justement par les 400 ans d'esclavage et plusieurs années de colonisation et que pendant 400 ans, nous avons été piétinés et qu'on a besoin de temps pour se relever, que sinon l'Afrique n'est pas un continent extraterrestre. Voilà, qu'on est dans un processus. Donc c'est le message que les artistes africains ont envie de faire passer dans le monde entier. Merci, Tekinja. Danny? Oui, j'ai écrit une petite carte, un petit souvenir de votre passage. Je peux nous la lire. Merci.
La seule ressource naturelle que l'Occident peut voler sans remords à l'Afrique, c'est la musique du Chicken Jah. Bravo.